Bon, bienvenue, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai que ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, ça fait quand même déjà presque 4 mois, c'était avant l'été. Donc je rappelle juste qu'on est dans un cycle de conférences La Terre vue du cœur, et on essaye de voir un petit peu les règnes de la nature sur la planète. Et on avait commencé par les 3 premiers règnes, donc minéral, végétal, animal. Et on les avait étudiés non pas du point de vue de la forme, mais surtout du point de vue de la conscience. Et ça, c'est vraiment une spécificité parce qu'on définit vraiment les règnes à partir de l'état de conscience qui se vit derrière les formes. Donc voilà, nous, on s'est bien focalisé là-dessus. Et du coup, cette conscience, elle va développer certaines qualités. Et donc, c'est les qualités qu'on a développées dans les conférences. Et on avait vu, par exemple, que le règne minéral, donc lui avait développé la géométrie parfaite, la structuration, qui lui permettait d'aller justement de développer ensuite la transparence et la radiance. C'était vraiment les qualités qui se développaient au fur et à mesure donc, de l'évolution de conscience de ce règne. Ensuite, dans la deuxième conférence, c'était le végétal, et là on a vu que la qualité qu'il développait, c'était la sensibilité du règne végétal, et cette sensibilité, elle lui permettait de croître vers la lumière, donc être sensible à la lumière du soleil, et aussi de développer la beauté et l'harmonie. Donc ça, c'était vraiment les qualités qui se développaient. Puis on a vu aussi le parfum. Donc si c'est des thèmes qui fait écho en vous, donc n'hésitez pas à réécouter les conférences. Et puis le troisième règne, donc c'était le règne animal. Et là, le règne animal, on avait vu, qu'est-ce qui se développait? C'était l'adaptation, l'adaptabilité. Il s'adaptait à tout. Il s'adaptait tellement à tout que même il s'adaptait au règne supérieur, c'était le règne humain, et il développait justement une autre qualité, la dévotion vers le règne humain, surtout les animaux domestiques, les animaux de compagnie. La dévotion au règne humain, et puis le début, on avait vu, de l'intellect, le début du mental, le début de l'intellect, grâce à sa relation, à son contact avec l'humain. Donc ça, c'était les 3 premiers règnes. Et puis, on va dire, sur la planète, il y a ces 3 règnes, mais un beau jour émerge ou arrive à voir le règne humain. C'est quand même pas rien quand on y pense. Quand même. Pendant des milliers et des milliers d'années, il y avait ces 3 règnes, plus peut-être les autres règnes, mais il n'y avait pas l'humain. Il apparaît comme ça à un moment donné. C'est quand même une sacrée question. D'où il vient? Comment il apparaît? Pourquoi il est là, ce règne? C'est quand même des questions, on ne se les pose pas tous les jours, certes, je l'accorde, mais qui sont intéressantes à se poser. Eh bien, ça dépend du point de vue. Si on regarde seulement du point de vue des formes, ben là, on nous dit que, comme le font beaucoup d'anthropologues, on nous dit que le règne humain, en fait, est là un concours de circonstances, finalement. C'est l'adaptation simplement du règne animal qui s'est adapté à son environnement, qui s'est redressé à un moment donné pour voir plus loin. Du coup, le cerveau a basculé, il a grandi dans la boîte crânienne, ça a développé des facultés cognitives que maintenant l'humain a. Donc, on nous propose, ou même presque on nous impose cette hypothèse comme étant la vérité. On descend du singe tout aussi sûrement que le singe descend de l'arbre. C'est acquis quasiment dans toute la société. On vient du singe. Mais il ne faut pas oublier que c'est une hypothèse. C'est la vision que certains hommes ont du règne animal, du règne humain, parce qu'ils regardent la forme. Si on regarde la conscience, c'est complètement autre chose qui s'ouvre à nous. C'est complètement une autre réalité. C'est-à-dire que si on regarde la conscience, l'année dernière, par exemple, dans la première conférence, c'était Perçois que tout est énergie, on avait vu que tout venait de la conscience. On avait vu combien toutes les formes de vie, la plus petite ou la plus gigantesque comme une galaxie ou un système solaire, eh ben, naissaient d'une conscience. Ce qui créait la forme, c'était la conscience. Donc on peut se dire, mais le règne humain, il y a une forme, mais forcément il y a une conscience derrière. Ah, si on prend, c'est une autre hypothèse. Mais d'où vient cette conscience? C'est quoi cette conscience qui aurait donné naissance à ce règne humain? Eh bien, c'est intéressant, je vous renvoie aussi à la première conférence de cette année dans le minéral, où je vous ai dit qu'il y avait 7 règnes de la nature. Et on avait évoqué
Donc il y avait 7 règnes de nature. On avait évoqué le minéral, donc le végétal, l'animal, l'humain, je ne vais pas le mettre tout de suite, puisque disons qu'au départ, il n'y est pas. On a évoqué le 5e règne, le règne de l'âme, le règne des planètes, qui sont des gigantesques consciences avec un corps physique, donc qui est une planète, et le règne des étoiles, le règne stellaire. Donc, avant qu'il y ait le règne humain, il y a 6 règnes, en fait, sur la planète. Et on a vu les états de conscience qui se développaient dans ces règnes-là, avec les qualités. On va voir ce qui se développe dans le règne humain, mais dans le règne de l'âme, qu'est-ce qui se passe? C'est le 5e règne. On verra surtout à la prochaine conférence, mais en gros, c'est un règne qui est très relié à la conscience de groupe, qui est vraiment relié à l'unité. C'est plus du tout, rien à voir, il n'y a plus du tout de rapport avec l'individualité. C'est plus une question d'individualité, c'est toute une question de groupe. C'est une question d'ensemble de la planète, d'humanité, de règne dans son ensemble. Tout est perçu en termes d'ensemble. C'est plus mon âme, ton âme, c'est nous, c'est l'ensemble. On va développer ça la prochaine fois. Mais là, on commence à vraiment rentrer dans le global. C'est là où le plan de la planète Terre est perçu, est connu, parce qu'il est vraiment en relation du coup avec le règne du dessus. Et pareil, plus on avance comme ça vers ces règnes, plus ça va vers le global. Plus ça va vers... Autant là, ça va... Plus ça pourrait aller plus vers la densité. La dense, le minéral est le plus dense. Et là, ça va vers le plus subtil et vers le plus global. On pourrait dire qu'au niveau, la conscience au niveau planétaire, c'est des énergies, c'est des consciences qui sont conscients encore plus que dans le règne de l'âme, ça nous dépasse quand même pas mal. Ils seraient conscients de ce qui se passe dans le système solaire, dans les autres planètes, donc ce qui se passe au sein comme ça des grands systèmes. Et puis le système solaire, encore les étoiles, donc encore plus large. Je ne pourrais pas vous en dire plus parce que c'est tellement éloigné de notre conscience, mais en tout cas ça va comme ça vers la globalité. Et puis, du coup on pourrait relier un petit peu ces 3 règnes un peu au monde de l'esprit, aux énergies subtiles. Et les 3 règnes inférieur, quand je dis inférieur, n'y voyez rien de moral, hein, simplement pour se situer là sur le schéma, inférieur et supérieur. Donc les 3 règnes reliés au monde de la matière. Et on avait vu en début d'année combien le plan justement au sein de ce système solaire, et même peut-être plus grand, c'est de relier l'esprit et la matière, de créer une unité, une harmonie entre ces 2 grands aspects. Et sur la planète Terre, c'est aussi ce qui se passe. C'est-à-dire que c'était en cours déjà depuis longtemps, mais ça avançait très très lentement. Et c'est comme s'il y avait une décision au sein des règnes supérieurs. Les 3 règnes travaillent vraiment en collaboration, hein, ils ne sont pas du tout séparés, mais pour accélérer le processus. Accélérer le processus en disant, ça serait intéressant que pour faire avancer, faire évoluer plus rapidement ces règnes, faire évoluer plus rapidement cette union esprit-matière, eh bien, il faudrait un intermédiaire qui puisse relier le haut, l'esprit, et le bas, la matière. Et cet intermédiaire, eh bien, c'est le règne humain, le 4e règne. Et comment ça va se passer? Comment il est né? Comment il est arrivé? Il n'est pas tant arrivé du règne, de l'émergence du bas par le bas, par les singes. Il est arrivé par le haut. C'est-à-dire qu'il y a un groupe d'âmes au sein du 5e règne, qui a décidé, par compassion, par amour, par sacrifice, par dévotion, pour faire avancer les choses, ils ont décidé de s'incarner dans des corps animaux. Donc dans des corps qui étaient assez les plus évolués qu'on avait pu trouver dans les règnes du bas. Ce n'est pas dans des minéraux, ce n'est pas dans des végétaux, mais dans des animaux, ils ont choisi une espèce, donc une certaine espèce donc, de singe. Et c'est comme ça qu'est né, justement, le 4e règne de la nature. Donc, c'est pas tant qu'il est venu du bas et qu'il émerge des singes, on va dire que le 4e règne, en fait, est né de la rencontre, de la fusion entre le règne de l'âme, le 5e règne, les consciences d'amour, et le règne, 3e règne, le règne animal. Donc, c'est ce qui a vraiment fait émerger le règne humain. Et c'est intéressant, c'est très
intelligent, prenez-le comme hypothèse, hein, mais en tout cas c'est intéressant de le voir. Pourquoi et qu'est-ce que ça va permettre ça? Ça va permettre justement de faire l'intermédiaire entre le haut et le bas. Comme quelqu'un qui fait l'intermédiaire dans des relations, dans n'importe quelle relation, il a besoin de connaître les deux parties. S'il ne connaît qu'une partie, il ne peut pas faire l'intermédiaire, il ne peut pas faire le médiateur correctement. Ben, le règne humain, justement, vu que à l'intérieur, il est âme, il vient du cinquième règne, et ben, il a toute une partie, tout son être, qui est en contact, qui est en relation, qui est en fusion, qui capte, qui connaît les énergies du haut, les énergies du cinquième règne et des énergies subtiles. Mais il a aussi toute une partie, son corps animal, qui est en contact avec le monde des formes, le monde de la matière et le monde donc du bas. Et du coup, il connaît les deux. En tout cas, il va pouvoir faire passer le monde du haut dans le monde du bas. Il va pouvoir les relier, il va pouvoir créer une harmonie entre ces deux. Ce qu'on appelle des fois spiritualiser la matière ou révéler la matière en tant qu'esprit. Donc c'est vraiment le but, le rôle et la fonction du règne humain. Faire cet intermédiaire entre le monde de l'âme et le monde des formes. Et il en a la possibilité. Vous allez me dire, mais c'est qui là ces êtres de compassion dont je parlais, ces êtres d'amour qui se sont donnés, sacrifiés? Ben, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas autre chose que nous-mêmes. C'est nous ces êtres-là. Sauf que on l'a un petit peu oublié, mais fondamentalement, ces êtres de lumière, ces êtres d'amour, c'est nous qui nous sommes incarnés. C'est pas juste une histoire extérieure. À un moment donné, il faut réaliser combien on vient de là. On ne vient pas de la forme, on ne vient pas du singe, et ça change beaucoup de choses dans notre façon d'appréhender le monde, d'appréhender la vie spirituelle, d'appréhender notre présence sur Terre. C'est-à-dire que si on est des pauvres singes qui essayons de trouver une lumière extérieure là-haut et qu'on galère pas possible, ou si on est déjà cela, s'il suffit de reconnaître, de réapprendre à reconnaître qui on est fondamentalement, et à partir de là, d'œuvrer. Et ça donne complètement un autre sens aussi à notre présence, à notre rôle sur Terre. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Vous allez pouvoir me dire, mais pourquoi on ne s'en souvient pas? Pourquoi? C'est vrai que peut-être, ok, je la prends comme hypothèse, pour certains ça fait peut-être écho plus que pour d'autres, mais pourquoi on ne s'en souvient pas aussi facilement qu'autre chose? Ben, simplement parce que pour l'instant, la substance formelle, la substance animale, elle a pris beaucoup d'ampleur. Elle est très forte, elle est très dense. Et quand elle s'incarne, la lumière, ben, elle arrive dans un peu une chambre noire. Elle arrive dans la densité. Donc, du coup, sa lumière, ça me nuise petit à petit. Il reste au début, il reste une petite étincelle de cela. Il va falloir la révéler, il va falloir un feu qui va devoir s'agrandir. C'est un peu comme l'image qu'on pourrait donner imaginez des chants mélodieux d'oiseaux dans la nature, comme ça, et puis, qui sont tout le temps là, mais en même temps, il y a un gros concert de hard rock. On n'entend plus les chants d'oiseaux. Ben, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont là, cette lumière, elle est là, sauf qu'on n'en voit pas, on n'en entend pas les traces. On ne le sent pas tellement. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de voir les traces, même dans le monde extérieur, et même en nous, du monde animal dans lequel on s'est incarné, que les traces subtiles de l'âme. Plus on va avancer, plus on va reconnaître, aussi bien à l'extérieur qu'en nous, les traces subtiles de l'âme. Et on va peut-être même reconnaître et même avoir la certitude d'où on vient fondamentalement. Mais au départ, pas trop. Ça va prendre un peu de temps. Donc, si on résume, nous sommes des êtres d'amour, de lumière, qui rayonnons fondamentalement cette unité, et on a pour mission d'amener cet amour, cette unité, partout sur Terre, sur la planète. Acceptez-vous de vous souvenir de cette mission. Ce message s'autodétruira dans 5 secondes. Ou préférez-vous croire à l'histoire du singe? Dans ces cas-là, choisissez la pilule bleue. Ça rappelle des souvenirs. Donc, voilà, mais quand l'âme, elle sait très bien que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour déjà se souvenir, comme je vous ai dit, de cette mission-là, du rôle fondamental du règne humain. Ça va prendre du temps et pour que l'humain
se reconnaisse fondamentalement d'où il vient et ce qu'il a à faire. Ça va prendre du temps et ça va passer par plusieurs étapes de conscience. Exactement comme on a vu dans les règnes, hein, dans les autres règnes, il y a des étapes à franchir. Ben, pareil, dans le règne humain, il y a aussi des étapes de conscience à franchir. C'est vrai qu'il faut bien imaginer, l'âme au départ, pour cette mission, ben, elle s'incarne dans ce corps-là, hein, qui va être son véhicule, il a nécessairement besoin de cela, mais c'est pas gagné, c'est quand même un véhicule au départ assez basique, assez primitif, et du coup il va falloir le modifier, il va falloir l'affiner, il va falloir le subtiliser, il va falloir le polir, il va falloir le faire grandir en fait. Parce qu'au départ, c'est un peu comme si on voulait traverser la mer sur un pauvre rondin de bois ou construire une cité, une ville avec des outils qui n'étaient pas très adaptés. Mais il va falloir du temps pour développer un corps physique subtil, qui soit capable de recevoir des vibrations subtiles. Il va falloir aussi construire tout doucement aussi un corps sensible, qui désire, qui aspire aux valeurs justement supérieures, aux valeurs de l'âme, pour pouvoir rentrer en connexion. Si le corps sensible est comme au départ, le corps des hommes animaux qu'on était, bah, on était juste sensible à des choses basiques. Quelque part, il fallait se nourrir, et c'était légitime, hein, manger, boire, se reproduire. On n'était pas sensible à des valeurs abstraites. C'était pas du tout perceptible. Il faut du temps pour cela. Pareil, on n'avait pas de mental non plus développé pour capter fondamentalement les lois, non pas seulement les valeurs, mais les lois du cinquième règne, pour pouvoir créer ensuite une société à l'image de ces lois. Donc ça va falloir du temps. Et puis il va falloir aussi développer une personnalité consciente d'elle-même et consciente de son pouvoir créateur pour pouvoir justement créer une société nouvelle. Donc voilà, il faut du temps pour tout cela. Et tout ce que je viens de vous décrire, c'est le processus qu'on appelle l'involution. Vous avez déjà entendu parler, ou de construction, si vous voulez. Là, c'était vraiment la construction ou involution. On part un peu d'une conscience très grégaire, un peu animale, qu'on appelle aussi des fois la conscience de masse, vous avez peut-être déjà entendu, hein, ou de dépendance. Et puis, justement, en construisant son corps physique, son corps émotionnel, son corps mental, sa personnalité, eh ben, on va passer à une conscience de soi. Donc, on va apprendre à dire moi, qu'on appelle la conscience, du coup, individuelle. Et c'est là qu'on construit notre personnalité. Donc, on part d'une première conscience de masse, on involue, on se construit, on construit vraiment une conscience individuelle de soi, et puis, ça ne s'arrête pas là, ça remonte, ce qu'on appelle beaucoup plus l'évolution, et là, on va pouvoir mettre justement notre personnalité, tout ce système qui s'est construit, au service, justement, de l'âme, au service de l'ensemble. Et donc développer ce qu'on appelle la conscience d'interdépendance. Ça ne s'arrête pas là, ça va aussi plus loin, mais on n'en va pas en parler ce soir, on en parlera beaucoup plus la fois prochaine, la conscience de groupe. Donc ça, c'est les différentes étapes par lesquelles, justement, va se construire, va se développer le règne humain. Donc, voyons un peu cela de plus près, et comment, surtout, l'âme va s'y prendre pour développer ces différents types de conscience. Comment elle va faire pour que l'humain développe, passe d'une conscience très grégaire, très animale, très ancestrale, à une conscience individuelle, à une conscience d'interdépendance. Comment elle va s'y prendre pour cela? Elle va s'y prendre à l'aide d'un principe, qui est le principe de conflit. Oula, principe de conflit, c'est quoi cette histoire? Et oui, le principe de conflit, alors pas, on va dire, le conflit simplement pour le conflit, c'est le conflit pour amener justement à terme une harmonie fondamentale, pour amener vraiment, elle a un but, pour amener cette harmonie entre l'esprit et la matière, pas pour le plaisir du conflit. C'est quoi le conflit?
ce principe du conflit. Quand on dit conflit, il y a un choc, il y a une confrontation. Des fois, il y a une guerre, il y a une mise en rapport, il y a une dualité. Il y a deux. Il n'y a pas de conflit, même si c'est un conflit intérieur, mais c'est avec l'intérieur, des fois c'est avec une autre partie de soi-même. Il y a forcément une dualité quand on dit conflit. D'ailleurs, un duel, ça vient de dualité. Un duel, c'est quelqu'un qui se bat, il y a un conflit entre deux personnes. Donc, qui dit conflit dit dualité. Et c'est intéressant parce que on peut se dire, mais d'où vient ce conflit? Pourquoi tu nous dis que c'est le conflit? Parce que c'est inhérent à l'être humain. C'est inhérent à l'être humain, surtout quand on sait d'où il vient et comment il s'est construit. Puisque c'est un être divin dans un corps animal. Nous sommes un être divin dans un corps animal. Donc il y a déjà ces deux en nous. Il y a cette dualité en nous. Il y a ces deux parties. Et c'est de cette dualité essentielle, cet être divin qui représente l'esprit, l'aspect esprit ou l'aspect âme, et puis c'est ce corps animal qui représente l'aspect forme, l'aspect matière. Donc c'est deux dualités essentielles qu'on porte en nous. Et c'est de cette dualité essentielle que va naître tous les conflits que l'humain va expérimenter en fait dans la vie. Ils viennent de ce principe qui est aussi déjà à l'œuvre à l'intérieur. Mais pour amener cette harmonie. Et donc, ça permet justement de comprendre vraiment d'où vient justement ce conflit-là. Mais rassurez-vous, parce que, j'allais dire, c'est pas très réjouissant, tu nous dis, le conflit, on est voué finalement à avoir que des conflits. Non. Même si la vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est pas non plus un torrent déchaîné du haut en bas. On va dire que c'est plutôt une rivière avec des moments de calme, d'harmonie, et puis des moments de remous, des moments de conflit. Donc on pourrait, si on la dessinait, cette rivière, ça donnerait... Hop, ça donnerait ça. Moment d'harmonie. Donc là, qui représente au niveau de la conscience, on a eu deux masses. Des moments de conflit. On va voir ce que ça signifie. Donc des remous. Une nouvelle harmonie. Un moment de calme. De nouveaux conflits pour amener une nouvelle harmonie. Donc dans la conscience d'interdépendance. Donc là, on peut mettre conscience individuelle et conscience donc interdépendance. C'est la même courbe que tout à l'heure. Voyons ça de plus près. Conscience de masse. Pourquoi je vous dis moment d'harmonie? C'est vrai qu'il y a une relative harmonie. Quand on est on ne se pose pas trop forcément de questions fondamentales, de questions existentielles. On vit comme ça en relation avec la nature, voilà, on est avec les éléments, avec notre groupe, avec notre tribu, avec notre clan. On a beaucoup de choses à faire, se nourrir, justement, se procréer, chasser, manger. On ne se pose pas de conflits existentiels. Il y a une certaine harmonie. On peut dire, si, mais il y a quand même des conflits quand même avec les autres clans, il y a des guerres, il y a quand même... Oui, il y a des guerres, mais c'est considéré comme normal, faisant partie de la vie. Ça ne nous remet pas en question. C'est pas un conflit. Quand je parle de conflit, je parle de conflit vraiment majeur, qui remet toujours, on parle toujours de la conscience, n'oubliez pas, qui remettent vraiment en jeu la conscience. C'est pas des conflits qui vont nous remettre en question fondamentalement. Ça fait partie de la vie, comme des animaux, on se bat, voilà, c'est comme ça. On peut se tuer, voilà, ça ne nous remet pas en conscience notre façon d'être fondamentale. Et puis, donc, il y a cette relative, j'allais dire, harmonie. Mais, à un moment donné, j'allais dire, il va y avoir des conflits qui vont naître. Comment l'âme va s'y prendre, justement, en faisant émerger le désir chez l'humain. Je ne sais pas si vous avez vu le film « Les dieux sont tombés sur la tête ». C'est un vieux film, mais qui est intéressant parce qu'il montre vraiment une tribu en Afrique, donc dans les traditions, dans les valeurs de la tribu, donc en conscience de masse, de dépendance, ils dépendent de leur chef, ils dépendent du groupe, ils dépendent de la nature. Et à un moment donné, il y a un avion qui passe et quelqu'un, un occidental, jette une bouteille de coca qui tombe au milieu. Eux, ils disent « Oh, une bouteille de coca, c'est le Dieu qui nous a envoyé ça. » Et puis là commence à naître le désir « Je la veux. Je veux l'accaparer. Chacun veut la garder.
chacun la cache, chacun il commence à se la prendre. Le désir naît d'appropriation. Et on voit qu'avec ce désir, ben, ça commence à naître des conflits avec les autres, ça commence à rompre les traditions de partage, les traditions d'ensemble qu'ils avaient déjà ensemble, et des conflits aussi intérieurs. Est-ce que je dois la garder? Est-ce que je dois l'amener au chef? Est-ce que je dois partir avec? Bon, ça amène des changements de conscience. Mais ça se passe dans notre monde plus actuel aussi, parce qu'il y a des pays en voie de développement qui sortent, comme nous il y a une centaine d'années, hein, de la conscience de masse, qui n'avait pas encore la conscience individuelle vraiment de soi développée. Et on voit beaucoup de jeunes qui sont en conflit et qui sont en train de passer, c'est-à-dire dans la conscience individuelle, qui commencent à avoir des désirs personnels, des désirs d'avoir un iPhone, des désirs d'argent, des désirs de popularité, d'être reconnu, d'avoir un travail, d'être libre, tous des désirs personnels qui commencent à émerger en eux, et légitimement. Mais du coup, ça crée quoi? Ça crée un conflit avec la famille, avec les traditions, avec même en eux-mêmes. Est-ce que je ne suis pas en train de trahir ma famille? Quand on discute avec eux, c'est des conflits absolument énormes intérieurs qui se passent. Et puis un conflit entre, tiens, je ne suis pas accepté dans le nouveau pays dans lequel, mais je ne suis même plus maintenant accepté dans mon ancien pays parce qu'on dit que je l'ai trahi. Donc il y a tout un conflit intérieur qui se passe qui va nous permettre de changer comme ça de conscience et de passer vers la conscience individuelle. Ça s'est vu aussi avec les femmes de l'ancienne génération, quelque part, qui ont lutté avec des conflits intérieurs, des conflits extérieurs, pour se libérer du joug souvent du mari, du joug des traditions, du joug de l'église, de la dépendance, des traditions comme ça, et qui sont vraiment, par des conflits intérieurs et extérieurs, écouter leurs propres désirs, leur volonté d'être libre, d'être elle-même, d'être soi. Et souvent, hein, d'ailleurs, on entend dire, je suis arrivé là à la force du poignet, ça a eu des souffrances, il y a eu des conflits, mais voilà, je suis arrivé. Et il y a une certaine fierté à cela. C'est tout le passage de ces conflits-là pour arriver justement à une conscience individuelle. Et pouvoir dire, moi j'existe, et j'ai le droit de cela, j'ai le droit de désirer cela. Je m'en fous que les autres pensent autrement, je m'en fous que l'Église pense ça. J'ai envie de me marier avec quelqu'un d'une autre caste, je me marie avec quelqu'un d'une autre caste, ou d'une autre religion. Bon. Et oui, c'est remous. On a l'impression que des fois ça vient en arrière. C'est vrai que ça ne se fait pas d'un coup du jour au lendemain. Et des fois on le voit même dans les manifestations, les révolutions civiles actuelles, ben souvent ça revient, qui veulent se libérer comme ça du joug d'une autorité, ça revient en arrière. Et puis c'est maté, mais ça revient constamment. Jusqu'au moment où ça s'affirme, comme actuellement en Algérie, là où ils sont arrivés à virer le président Bouteflika, et maintenant même l'armée, ils lâchent pas. Même si jamais il serait maté, si ça ne tient pas, ça va revenir. Jusqu'à ce que justement la conscience individuelle s'incarne. Bon, je vais dire, sacré remous, suivi d'une période d'harmonie. Quand on est pleinement affirmé en conscience de soi, bah, pas de problème. On est pas de problème. On est bien. On est à l'aise avec soi. Oui, ça va. Oui, merci, tout va bien pour moi. Ça baigne. Qu'est-ce que tu veux? En fait, finalement, je m'occupe de ma vie. Je suis occupé à mes activités, mon travail, ma créativité, mes vacances, mes plans personnels, ma retraite, ma maison, ma voiture, ma vie, quoi. Mon bonheur. Le truc, c'est que voilà, c'est moi et en fait, je m'occupe à ce que je sois bien, en fait. Que je sois bien, et puis éventuellement ma famille aussi, mais voilà. C'est ma préoccupation principale. Et ça nous parle. Si on regarde bien, finalement, on passe beaucoup de temps à s'occuper de ça, en fait. Et c'est ça qui est important. Notre santé aussi. Tout le temps, l'argent qu'on met à cela. Et oui, parce que on est tellement conscient de soi et on veut justement que ces désirs ils soient assouvis. Pour les plus acharnés, c'est-à-dire d'entre nous en tant qu'humains, dans cette conscience-là, bon, vous n'allez sûrement pas vous reconnaître, mais ça existe bel et bien, et bien c'est la société vraiment de compétition à outrance. C'est chacun pour soi.
autant au départ, quand je vous disais, ben voilà, comme nous on peut se regarder, ben les autres, ouais, je m'en occupe pas trop, mais bon, ils me dérangent pas, ils font ce qu'ils veulent, leur bonheur c'est bien, tant mieux. Là, les autres, quand vraiment on est acharné comme ça, ben les autres c'est juste les marchepieds de notre ambition personnelle. Les autres, faut les écraser, l'important c'est d'être le premier, c'est d'être le meilleur, donc c'est tout le monde de la compétition qui se développe là. Et puis on saccage tout, on pollue les autres règnes, les autres, oui, les autres animaux, végétaux, on s'en fout. En fait, ils n'existent même pas. C'est intéressant de se regarder, même des fois ça nous arrive dans notre conscience, ils sont là en tant que décor, on peut s'en servir, mais dans notre conscience, ils n'existent pas fondamentalement. Ils sont simplement là pour s'en servir, quand on en a envie. Et oui, parce que dans la sphère de conscience, il n'y a pas de place pour les autres. Il y a de la place simplement pour moi. Donc les autres ne sont pas présents intérieurement. Donc ça, c'est vraiment la caractéristique de la conscience, justement, individuelle. Vous allez me dire, c'est quand même déplorable. Ben ouais. Et en même temps, c'est un pas en avant. C'est un pas en avant, c'est le revers de la médaille d'une personnalité construite. C'est-à-dire qu'une personnalité construite, c'est quelqu'un qui a un plan, moi c'est là que je vais, les autres m'en fous, et c'est important de tenir ce plan. Et c'est important. L'âme, elle cherche à ce que la personnalité se développe et qu'elle soit capable de tenir un plan ferme. Parce que comment voulez-vous qu'un jour elle tienne le plan ferme de l'âme et qu'elle le mette en œuvre si elle n'est pas capable déjà de tenir son propre plan de vie? Il faut apprendre cela. Donc c'est un apprentissage de cela. Et même, c'est là qu'aussi elle reconnaît ses désirs, elle reconnaît son petit soi. Et c'est important, comment voulez-vous qu'un jour elle reconnaisse le grand soi, si elle n'a jamais appris déjà à reconnaître l'être, même ne serait-ce que petit en soi, ses propres désirs. Comment elle pourrait reconnaître les désirs de l'âme? Donc c'est pas possible, donc il faut que ça passe par là. Souvent, parce qu'il y a des questions, mais pourquoi on doit passer par là? Parce que c'est nécessaire, sinon on ne pourra jamais reconnaître le plus grand soi. Et c'est vrai que c'est quand même une relative harmonie. Hein. On est en harmonie, non pas avec le grand soi, mais on est en harmonie avec notre petit soi. On est assez bien finalement. On est en harmonie avec ses désirs, avec ses plans personnels, avec ses plans de vie. Bon, on a quelques conflits comme ça, parce qu'on a tous comme ça, mais c'est pas des conflits qui nous remettent vraiment en question. C'est des conflits qu'on trouve normaux et qui sont légitimes. C'est simplement des conflits qui momentanément se mettent en chemin de mon plan de vie, mais on peut les résoudre. Mais ça ne nous remet pas en question. Heureusement, Mister Conflit n'est pas loin. Et ouais, parce que Mister Conflit, c'est l'âme qui frappe à la porte de la conscience, de conflit fondamental. Parce qu'elle dit, c'est très bien, tu as construit ta personnalité, tu as une certaine harmonie, mais c'est pas encore l'harmonie du grand soi. T'as pas encore... Donc, on va pas stagner là, mon coco, elle nous dit. Et ouais, parce que, entre nous, c'est vrai que si on n'a pas de conflit fondamental, quand on est bien, bon, on va pas aller chercher plus loin. Regardez, quand tout va bien, on reste là où on est. C'est comme si l'âme, elle le savait très bien. Donc, c'est pour ça que à chaque fois, elle instaure un conflit encore supérieur pour qu'on avance, pour qu'on continue. Il y a un plan qui est en cours, qui est à l'œuvre, qui doit s'accomplir. Donc il ne s'agit pas de traîner. Il faut qu'on a accompli ce qu'on avait à accomplir, qu'on a la conscience individuelle. Eh ben ok, on passe à la suite. Donc elle nous dit ça. Et comment ça va se passer? Ben, ça dépend. Des fois, il y en a, c'est comme ça émerge de l'intérieur, suite à une lecture, suite à une rencontre, suite à un accident, suite à une maladie, des fois. Bon, il y a des remises en question. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a deux films qui font penser à ça. Un plus basique, mais Mafia Blues, par exemple, avec Robert De Niro, qui joue un gars de la mafia, et puis qui consulte un psychiatre parce que il a des crises soudaines, inhabituelles, de remords et de culpabilité par rapport à ce qu'il fait. Donc, c'est assez marrant ce film parce que on voit bien que c'est la conscience qui commence le conflit interne avec ça. Puis il veut pas ça. Il dit attends, mais moi je suis un dur, moi je veux pas. Mais c'est plus fort que lui. On sent le conflit intérieur qui naît, l'âme qui frappe à la porte. Ou il y a un autre film aussi qui est avec, je crois que c'est Julia Roberts, Mange, Prie, Aime. Et là c'est pareil. En fait, elle a tout ce qu'elle veut. Elle a construit vraiment sa conscience individuelle. Et elle a tout. Mais
elle commence à se poser des questions existentielles. C'est quoi le sens à ma vie? Qu'est-ce que je fais là? Elle sent qu'il y a une insatisfaction. En fait, cet inconfort-là, ce conflit-là, c'est une sorte qu'on appelle une insatisfaction divine. La divine insatisfaction. C'est intéressant, hein, c'est-à-dire qu'on sent que c'est divin parce que c'est l'âme qui commence. Mais non, ça suffit pas, ça. Il y a autre chose. C'est comme si bien réaliser que, ok, notre partie individuelle, elle est satisfaite, mais il y a notre partie intérieure, la deuxième partie d'où on vient, qui n'est pas du tout satisfaite. Donc c'est cette un peu insatisfaction qu'on enregistre. On ne sait pas d'où ça vient, mais on sent que j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux, j'ai de l'argent, j'ai un couple, j'ai une famille, j'ai une maison, j'ai tout, et pourtant ça ne va pas. Pourtant il y a quelque chose. Alors au début, on se dit, mais c'est parce que je m'occupe pas assez de moi. Il faut que je m'occupe encore plus de moi. Alors on va se faire masser, on va se faire des petits week-ends encore plus, on va prendre encore plus de vacances. Ou alors, non, c'est toujours là. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est une thérapie, il faut que je m'occupe de moi, mais ma vie, alors c'est bien, ça a un intérêt d'apprendre à se connaître et tout ça, ça a le mérite de cela, mais à un moment donné, on est tellement centré sur soi, pourtant je sais tout comment je fonctionne, comment mes parents, d'où je viens et tout ça, mais toujours quelque chose qui n'est pas pareil. Peut-être au niveau mental, alors j'ai des connaissances, je vais lire, je vais remplir, c'est ça qui me manque. Bourré de connaissances, on connaît tout, on sait comment ça marche, le monde de l'âme, le monde de... Mais, quelque chose qui n'est toujours pas assouvi, il y a toujours cette insatisfaction divine, cet inconfort-là. Et oui, parce que c'est l'autre en soi, c'est l'âme qui pousse. Et c'est là qu'on va se poser ce genre de questions, des fois dans des activités qu'on a l'habitude de faire très banales, et on ne se posait pas de questions, des fois on arrive, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fous là en fait? À quoi ça rime ce que je fais? Je bosse 65 heures par semaine, mais pourquoi? Pourquoi je passe autant d'argent dans ce genre de truc? C'est quoi le sens finalement? Et ouais, parce que quand justement l'âme se révèle, parce que des fois dans notre quête de soi, on a appris aussi à méditer, donc on commence des fois à contacter un peu maladroitement au départ, mais un peu l'âme, donc l'âme elle se révèle de plus en plus, c'est l'autre en soi qui se réveille, et quand l'autre en soi se réveille, d'un coup les autres, il y a un rapport entre l'autre en soi et les autres. Les autres aussi commencent ça fissure notre bulle, notre sphère personnelle de conscience où il n'y a pas de place pour les autres, et on commence à prendre conscience des autres. Oh, les autres sont là. Oh, ils sont. Mais en fait, finalement, je suis avec une femme ou un mari, un compagnon qui partage ma vie, mais peut-être qu'elle aussi, lui aussi, il a besoin d'attention, d'amour, Je m'en étais jamais vraiment rendu compte. Finalement, je lui demandais toujours qu'il réponde à mes souffrances, qu'il s'occupe de moi, parce que ça n'allait pas, parce que machin. Mais peut-être lui, elle aussi. Oh, d'un coup, ça s'ouvre. J'ai des enfants, mais il suffit pas de les vêtir, de les nourrir. Ils ont peut-être d'autres demandes plus fondamentales. Je ne les avais jamais vues. On sent que plus on commence à reconnaître l'autre en soi, plus l'âme se révèle, plus les autres, le cœur s'ouvre. Il y a un schéma qui est pas mal pour ça. Je vais le faire là-dessous, comme ça. C'est un axe horizontal et un axe vertical. Sur le vertical, donc c'est l'âme, ou ce que j'ai appelé l'autre en soi. Et sur l'axe horizontal, c'est les autres. Et il y a un rapport très étroit entre les deux, c'est-à-dire que plus on commence à contacter l'âme, parce que disons que l'âme est vraiment à ce niveau-là, mais plus on s'ouvre à l'âme, et il y a un rapport exact avec les autres, plus on s'ouvre aux autres. Et plus on avance, plus nous on est là, le moi est ici, à l'intersection des deux lignes, et plus on avance, plus il y a un cercle, notre cercle de radiation, notre cercle de conscience s'ouvre. Et on prend de plus en plus conscience des autres. Et plus on avance, plus les autres sont dignes d'intérêt, plus les autres commencent à être importants. Ils se révèlent en nous. Que ce soit les animaux, que ce soit les végétaux, que ce soit les humains, et la sphère comme ça augmente de plus en plus. Et c'est là que commence à naître justement la reconnaissance fondamentale. C'est là que commence à naître justement tout le système de partage, d'entraide, d'ouverture aux autres, de coopération. On va vraiment, c'est cette importance-là
qui va naître, c'est le cœur qui s'ouvre. Et ça, c'est vraiment quand l'autre en nous se réveille. Mais, ça c'est au mieux, j'allais dire. Mais plus on se déplace, que ce soit vers les autres hein, ou vers l'autre en nous, puisque c'est un peu la même chose finalement, mais il y a une dualité qui est là, parce qu'entre moi et là, entre ce point et ce point, avant quand j'étais tout seul au point, il n'y a pas de dualité, harmonie, mais là, ben, des fois on revient, parce que tout ça demande un décentrage, on se décentre, et le moi c'est un centrage, et on revient constamment vers le soi. Quand on contacte à des moments cette unité, cet ensemble, cette relation, puis des fois on se voit faire dans le quotidien, on se voit retomber complètement dans le moi, sacrée dualité. Se dire, oh là là, comment je suis finalement. Pourtant j'avais touché que les autres c'était important. Puis il y a même des fois où j'arrive à le vivre et il se passe des choses. Mais alors des fois, c'est la catastrophe. Oui, je sais bien que le partage c'est important tout ça, puis des fois je préfère quand même en garder un peu plus pour moi. Puis je savais que c'est important l'écoute. Écouter vraiment fondamentalement. Mais c'est tellement bon de parler de soi, parler de ses problèmes, parler de ses désirs. Et des fois, on se voit comment dire, prendre toute la place par rapport à ça, dans des discussions, dans des... genre ce soir, j'étais vraiment n'importe... Voilà, dualité qui se passe entre une certaine réalité, ce qu'on peut percevoir, les moments où on y arrive, et tout ça, ben c'est les conflits qui nous permettent tout doucement d'affirmer de plus en plus cela, le temps que ça s'intègre. Pour, ben, on va dire, à terme, amener une certaine harmonie. C'est-à-dire que quand on est vraiment, on a dépassé un petit peu cette quête un peu aussi existentielle, ces conflits-là, eh ben, on commence à, comment dire, autant avant, on pouvait des fois se donner bonne conscience, on va partager, on va faire des dons, des associations, commencer à s'ouvrir un petit peu aux autres, comme ça, mais il ne faut pas trop que ça nous perturbe notre vie à nous. Il ne faut pas trop que ça change quand même nos habitudes. Mais plus on va s'ouvrir, plus on va sentir que c'est important, et c'est ça qui doit être. Du coup, on accepte que ça change complètement notre vie, réellement. Et c'est là qu'on voit plein de gens s'engager vraiment. Par contre, ils ne font plus que donner de temps en temps pour se donner bonne conscience. Ils s'engagent dans des associations, ils s'engagent dans des actions où ils peuvent être utiles réellement aux autres. Et on voit fleurir de plus en plus hein, de cette conscience-là, elle est vraiment en marche partout dans la société actuellement. Et voilà, peut-être vous aussi, il y a toutes les parties de nous qui sommes engagées de plus en plus, et ça change des choses réellement dans notre vie. C'est pas seulement juste de temps en temps. Et c'est en cours, ça. Donc à un moment donné, ça crée une certaine harmonie. On sent que c'est ça qui a été important. On sent que c'est vraiment notre vie et toute notre vie est engagée à cela. Donc, il y a quelques conflits normaux de relations, mais c'est plus des conflits qui vont faire bouger complètement notre conscience, puisqu'on est vraiment maintenant engagé vers voilà, cette reconnaissance des autres et de l'autre en soi. Je dis, bah, ça y est, c'est atteint, c'est le but ultime, il y a une certaine harmonie là, entre l'âme, l'autre en soi, et puis les autres, du coup le monde des formes. C'est une certaine harmonie, c'est le sommet, ce qu'on appelle, du quatrième règne. Le quatrième règne, c'est de pouvoir vraiment prendre conscience vraiment des autres, et d'en tenir compte dans sa vie. Vraiment que ça change notre vie. Ça, c'est ce que peut vraiment être en interdépendance, en interrelation avec les autres. Donc ça, c'est vraiment le sommet du quatrième règne. Mais ça ne va pas s'arrêter là, l'histoire. Il va y avoir encore des conflits pour, pour passer justement à une harmonie encore plus grande. À ce que vraiment, on passe justement, ce qu'on appelle que vraiment que l'énergie du cinquième règne puisse vraiment s'incarner sur la planète. Et ben, suite, le prochain épisode dans 2 mois, prochaine conférence, et pour passer justement à la conscience de groupe, qui n'est pas la même chose que la conscience d'interdépendance. Et on verra les conflits que ça pose, et on verra la différence, et c'est très important de voir la différence entre les deux. Mais on ne peut pas tout faire en une fois, on verra ça la prochaine fois. Donc, et là on passe vraiment au niveau du cinquième règne. Bon, ça donne un peu une vision globale des différentes étapes.
Mais c'est déjà intéressant parce que plus on avance quand même dans cette conscience d'interdépendance, cette conscience de l'âme en soi, ben, plus le conflit est perçu justement d'une manière totalement différente. Autant au départ, ben c'est vrai qu'on ne comprend pas trop cette histoire de conflit, on vit des conflits, mais on sent c'est un peu inconscient, on est embarqué par une grande force, et cette grande force de ces principes intérieurs dont je vous parlais au départ, mais on les subit complètement. On ne peut pas tellement y résister, hein. Alors, des fois on essaie de freiner, mais ça nous pousse en avant comme ça. Mais on ne comprend pas trop cette énergie. Plus on rentre justement dans la conscience d'interdépendance, plus on rentre tout doucement un système de loi de compréhension d'ensemble, et puis on peut comprendre l'importance de ce principe et sa nature. Et notamment que c'est un grand processus éducatif pour faire avancer justement la conscience. Du coup, on en a beaucoup moins peur du conflit. Ça n'évite pas le conflit, ça n'évite pas des conflits intérieurs, mais en tout cas, on peut de plus en plus travailler avec et l'accompagner pour le faire émerger. Et on comprend d'ailleurs que justement toute résolution de conflit, tout point vraiment pour aller à l'harmonie, ben, se passe en 3 phases. Une phase de crise, de tension et d'émergence. Crise, tension, émergence. Et ça, que ce soit pour des conflits intérieurs ou des conflits extérieurs, l'autre en soi ou les autres, c'est la même chose. C'est-à-dire que prenons l'exemple de l'âme et de la personnalité. Quand on est vraiment en conscience comme ça d'interdépendance, on commence à prendre conscience de l'âme et notre personnalité, il y a ce conflit-là. C'est vrai que au tout départ, ce que je disais, hein, quand il n'y a que la personnalité, il n'y a pas de conflit, il y a une relative harmonie. L'âme est vraiment en dessous, elle ne pose pas trop de problèmes. Mais à un moment donné, justement, notre personnalité s'affirme, forte, mais l'âme en nous, justement, consciente d'interdépendance, de plus en plus aussi. Et là, ça va poser, justement, ce qu'on disait, ce conflit, justement, intérieur entre les deux. Mais pour créer une harmonie supérieure où l'âme et la personnalité coopèrent, chacun à sa juste place, l'âme et la personnalité au service de l'âme, au service de l'ensemble. Et comment ça se passe, justement, ces crises, tensions émergentes? Justement, la crise, on la connaît bien, c'est ce conflit dont on a parlé. Mais surtout, je voudrais insister sur la tension. La tension nécessaire pour faire émerger le point de résolution du conflit. C'est-à-dire qu'il va falloir une certaine tension entre les deux. Accepter qu'il y ait une tension entre les deux, entre l'âme en nous, toute cette conscience qui nous parle d'ensemble, d'unité, et puis la personnalité qui dit « mais attends, je suis moi et j'existe aussi ». Et c'est comme si il fallait tenir les deux, comme une corde, une tension à deux. Il faut que les deux soient tenus pour que le troisième point puisse émerger. C'est comme si les deux étaient importants et en même temps, c'était pas totalement l'un ou totalement l'autre. C'est pas totalement la personnalité, totalement l'âme. C'est une fusion des deux, une fusion supérieure des deux, là où justement l'âme va pouvoir passer à travers la personnalité. C'est comme si on gardait le meilleur de la personnalité. C'est pas la personnalité totale comme la personnalité totalement égoïste. C'est le meilleur de la personnalité, c'est son pouvoir créateur, son pouvoir d'avoir une action dans le monde des formes. Ça, il faut le garder. Et puis, c'est pas l'âme complètement désincarnée sur son propre plan totalement abstraite, c'est l'âme qui cherche à amener l'unité sur la Terre. Et quand les deux se rencontrent, là, il y a une possibilité, justement, il y a un point d'émergence. Le problème, qu'est-ce qu'on fait, nous, souvent, où on empêche ce point d'émergence? C'est parce que psychologiquement, eh ben, comme un point de tension, là, avec l'autre, on tiendrait, puis hop, on lâche la corde. Oh, ça, je supporte pas la tension, j'en ai marre, je lâche. Ouf, allez, l'âme, attends, je reviens dans ma personnalité, et puis je suis bien, j'ai retrouvé une certaine harmonie. Parce que là, c'est une harmonie, mais c'est une petite harmonie. Ou inversement, oh oui, je vais dans l'âme. Je lâche ma personnalité. Et là, je plane complet. Là, je vais chercher à faire des mystiques, des retraites pendant des temps immémoriaux, complètement coupé de la société. Là, je suis totalement déconnecté du monde des formes. Bon, c'est une expérience, hein. De toute façon, l'âme travaille et ça va revenir. Il faut plusieurs vies, mais bon. Il y a quand même ce côté donc déconnecté du monde de la personnalité.
ça crée une certaine harmonie, hein. Je suis bien dans mon ashram là-bas et tout ça. Mais c'est pas l'harmonie que l'âme demande. C'est pas le point supérieur d'évolution. Non. Donc ça, c'est le problème, c'est ce qu'on fait. Ou alors, on fait une sorte d'harmonie un peu lâche. C'est-à-dire que la corde, on lâche la corde, il y a les deux, mais on lâche la corde au milieu, comme ça. Et ça veut dire quoi, psychologiquement? Ben, une fois un peu d'âme, puis je suis bien, et puis une fois un petit peu de personnalité, puis je suis bien aussi, comme ça. Le matin, je médite, tranquille, hein, voilà, je médite, oh là, oh ouais, quand même. Puis une fois que j'ai bien médité, je termine, ah, c'est l'heure, je mets ma cassette de méditation dans le placard, et puis là, je commence ma journée, rien à voir avec l'âme, je continue là, ma vie, mon truc, mes affaires, mon plan personnel, rien à voir avec l'âme. Donc, puis le lendemain matin, ah, ça me manque un peu là, je médite. Mais voilà, il n'y a pas de lien entre les deux. Du coup, ça change pas, notre méditation, c'est comme si elle ne changeait pas fondamentalement notre vie. Donc, du coup, mais nous, c'est une petite harmonie, on s'est trouvé notre petite harmonie comme ça. C'est pas mal, hein, quand même, finalement. Souvent, on fait ça, en fait. Ou alors, l'autre version, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va dire, mais c'est une harmonie, j'appelle une harmonie floue. C'est-à-dire, oh, l'âme et la personnalité, mais c'est un peu la même chose, tout ça. Finalement, l'âme et la personnalité. D'ailleurs, moi, ce que je fais là dans ma vie de personnalité, c'est l'âme. Hein. Je m'occupe de moi toute la journée. Et l'âme, d'ailleurs, qui aime tout, qui aime ma personnalité, elle veut que je m'occupe de moi. Un flou, un sac de nœuds avec la corde. On n'avait pas discerné ni l'âme, ni la personnalité, et donc ni l'âme ni la personnalité, et c'est l'embrouille, et on prend l'un pour l'autre, c'est pas clair du tout. C'est flou, l'harmonie floue. Et puis, donc ça, c'est pour le conflit intérieur, entre nous et l'âme. Mais c'est exactement la même chose, puisque l'autre en nous et les autres, c'est la même chose, avec les conflits avec les autres, à l'extérieur. C'est-à-dire qu'autant au départ, là, on pourrait remplacer, c'est pas personnalité, âme, mais on pourrait dire au début, on n'a que nous, notre sphère, donc les autres n'existaient pas, harmonie, ce qu'on a dit. Mais du moment où on s'ouvre aux autres, ben, il y a leur point de vue. Il y a leur vision du monde. Puis ça commence à me toucher, ça commence à me remettre un petit peu en question. Ah ouais, tiens, c'est aussi intéressant, c'est peut-être... Bon, puis ça m'énerve en même temps. Donc ça nous remet un peu en question, il commence à avoir un conflit. Il y a mon point de vue A, et le point de vue de l'autre, point de vue B. Et là, il y a il peut y avoir un conflit. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait des fois pareil qu'avec l'âme. C'est-à-dire que pour trouver on sent qu'il faut aller vers une harmonie. Mais sauf que c'est pas souvent la bonne. Souvent, on va trouver l'harmonie de dire... Alors, chacun, en fonction de comment on est, notre éducation, notre passé, on s'y prend un peu différemment, nos signes astrologiques, plein de choses. Mais on va trouver une harmonie en éliminant l'autre. Je m'en fous complètement de ce que tu dis, moi, c'est moi qui ai raison. Donc là, moi, t'es en harmonie avec toi-même, très bien. Bon, mais c'est pas l'harmonie qui est demandée, fondamentale. Ou alors, d'autres, oh mais oui, t'as raison, mon chéri, t'as raison, ma chérie, c'est toujours toi qui as raison, mais c'est vrai, d'ailleurs, t'as toute raison, moi, ce que je dis, bon, c'est nul ce que je dis, de toute façon, ça vaut pas... Donc là, pareil, on se diminue complètement, et c'est l'autre, mais c'est pas juste. C'est pas ça qui est... Ça va pas amener une harmonie fondamentale. Ou alors, ben, qu'est-ce qu'on fait? Pareil, un peu cette harmonie un peu floue, on dit oui, ce que tu dis, finalement, c'est ce que je dis. Ouais, on dit la même chose, en fait. Non, on dit pas du tout la même chose, t'écoutes pas. Si, mais regarde, c'est un peu la même chose. Non, ce que je dis, c'est complètement différent de ce que tu dis. Ça t'arrange peut-être de croire qu'on dit la même chose. Au moins, on rentre pas en conflit, on rentre pas en... mais c'est pas ça. Donc, en fait, on n'est pas dans le vrai, on se ment à soi-même. Et souvent, on peut faire ça, si on n'écoute pas vraiment l'autre. Ou alors, on dit, bah, allez, on fait la paix, on va pas se prendre la tête, on va pas chercher ensemble. Non, on passe à autre chose. Et souvent, on évite aussi le conflit. Mais on va pas, c'est des toutes petites harmonies. Alors que, justement, le point de tension dont je vous parlais, c'est supporter cette tension. C'est pouvoir à la fois tenir son point de vue et écouter le point de vue de l'autre. Et c'est ça qui est assez difficile, parce que c'est inconfortable. C'est vraiment inconfortable. Et en même temps, ça demande une tension. C'est comme se dire, mais il faut tenir, c'est paradoxal, parce qu'il faut tenir son point de vue, écouter l'autre, et en même temps sentir qu'il y a autre chose qui peut émerger de la rencontre des deux. C'est-à-dire que ça ne va pas être totalement comme
la vision de l'un, ni totalement comme la vision de l'autre. Il faut accepter de renoncer à sa vision totale de la sienne ou la vision totale de l'autre, et pourtant la tenir quand même. Comme si on savait que de la rencontre de ces deux allait pouvoir naître autre chose. Comme s'il y avait déjà quelque chose, un autre point, qu'on peut appeler le point D, ici là ça s'appelle le point C, c'est le point de petite paix, le petit point de cesser le feu, fausse harmonie, mais là le point D, c'est celui de l'émergence. Et il peut émerger que si on accepte de tenir cette tension, mais plus dans un combat, plus dans un seulement pour le conflit, c'est sentir qu'il y a un principe intéressant dans l'un et il y a un principe intéressant dans l'autre. Souvent, ce qu'on fait aussi, c'est qui fait avorter justement le point D, qui fait avorter le point d'émergence, c'est quand on veut avoir une solution toute faite et rapide, c'est-à-dire une solution de forme. Et là, oui, on va trouver quelque chose, et on a l'impression mais non, c'est une solution de forme. Il faut accepter qu'il y a un temps de silence, qu'il y a un temps d'écoute, et que c'est assez abstrait en fait. C'est assez abstrait et qu'il y a une énergie qui cherche à se dire à travers cette rencontre des deux. Il y a quelque chose qui cherche à se dire, il y a quelque chose qui cherche à naître. Et plus on l'écoute, on est en tension ensemble vers cela, plus elle peut émerger. Mais c'est à la mesure de la rencontre de l'autre en nous, de l'âme en nous. Plus on sait qu'on est nous-mêmes âme fondamentale, on a confiance en l'abstrait en nous, aux énergies subtiles, plus on peut les écouter. Plus on croit qu'on est ces énergies de forme et qu'on vient du singe et qu'on n'est que ces formes-là, plus c'est difficile de faire confiance à l'abstrait. Donc c'est toujours un rapport. Et il faut arriver à tenir ça jusqu'à ce que ça émerge. Un peu comme des fois quand, c'est un peu un niveau inférieur, mais quand on cherche quelque chose, vous avez dans votre projet personnel, soit vous laissez tomber, vous n'y arrivez pas, puis vous laissez complètement tomber, donc il n'y a rien qui émerge, soit des fois vous tenez quand même. Et vous savez que c'est pas loin, ça va sortir. Et pourtant c'est pas là. Mais jusqu'à l'extrême des fois de tension, c'est complètement inconfortable, mais à un moment donné, puis même des fois quand on s'y attend pas, ouais, c'est ça la solution. Là c'est pareil, c'est pas quand on s'y attend, mais c'est de tenir cela pour pouvoir laisser émerger ce principe d'unité qui cherche à se mettre en place. Par exemple, ça pourrait se faire à plein d'exemples, hein, mais prenons deux points de vue différents, le capitalisme et le communisme. Il y a eu une grande guerre, la guerre froide par rapport à ça. Même des fois, quand on voit des intellectuels qui sont plus de l'un, plus de l'autre, ils se combattent. Mais on pourrait très bien sentir que derrière l'un et l'autre, tenir le point et sentir qu'il y a un principe intéressant derrière l'un. Derrière le communisme, c'est sûr qu'il y a eu des horreurs, il y a eu des milliers de morts. Dans la forme, c'est pas adapté, mais derrière, il y a un principe intéressant. Derrière, on peut écouter ce principe qui a de tenir compte du groupe, de tenir compte de la société, de l'ensemble. Ça a été complètement dévoyé dans la forme, mais derrière, c'est intéressant. Dans le capitalisme, ça crée des dégâts absolument énormes, mais derrière, il y a l'individu. Il y a tenir compte de l'individu. Et si on tient les deux principes, il peut y avoir une harmonie entre le groupe et l'individu, quand l'individu lui-même, consciemment et en toute conscience, justement, en toute connaissance de cause, va pouvoir se donner au groupe, se donner à la société. Et là, ça créera une harmonie. Non pas imposer cela à l'individu. On pourrait faire exactement la même chose avec l'environnement, l'écologie en ce moment. Ça tient ensemble on sent qu'il y a un principe d'ensemble, il y a un principe fondamental. Puis de l'autre côté, il y a tous les conflits du côté individuel. Attention de ne pas tomber dans la même chose que le communisme, d'imposer ce principe intéressant aux individus. Ça risque de créer des sacrés dégâts, et c'est peut-être pas tout à fait juste. Puis on dira peut-être dans des centaines d'années, on dira, attends, comme le communisme, l'écologie, tout ça avec les dégâts que ça crée, ça serait dommage. Par contre, il y a tout un système d'éducation, il y a tout un système que l'individu, progressivement, prenne conscience de l'importance de l'écologie du groupe, mais pas à l'imposer. Et ça se fait par une tension, justement, saine de ces deux principes. Bon, c'est un exemple qu'on pourrait faire avec plein de choses par rapport à ça. Donc on pourrait dire, pour conclure, que ce principe de conflit, il est vraiment intéressant en fait. Il est inhérent à l'être humain et il nous pousse, quoi qu'il en soit, à faire émerger, qu'on le veuille ou non, qu'on ralentisse ou qu'on accélère, à faire émerger une harmonie plus grande. Et j'allais dire, ça s'arrête presque jamais.
Donc, n'ayons pas peur du conflit. N'ayons pas peur de cela. Au contraire, essayons de pas le conflit pour le conflit, mais le conflit pour la rencontre, qui deviennent de plus en plus, qui se transforment en une rencontre, en une friction entre des forces, entre des énergies qui fassent naître une beauté. Et c'est ça qui nous pousse à accomplir notre mission, qui nous pousse à faire naître justement cette harmonie entre ces deux principes qu'on a vus au départ. Donc en passant justement de soi à l'autre. Et on peut dire que l'humain remplira vraiment sa mission de quatrième règne quand il aura développé un autre principe qu'on ne va pas développer ce soir, ça prendrait trop de temps, mais qui est le principe mental. Je vous renvoie juste aux conférences qu'on a fait, je crois que c'était en 2014, le mental, notre sixième sens, ou l'année dernière aussi, il cherche la paix du mental, où on développe l'importance du mental pour l'humain. Et simplement 2 mots là-dessus, c'est de comprendre que plus il va avancer sur la courbe, plus au départ il n'a pas de mental, après il a un mental très rudimentaire, et puis de plus en plus un mental fort, mais tourné vers le bas. On avait vu que le mental c'est un sens qui capte des vibrations. Et au départ, en conscience individuelle, eh ben, il va capter des vibrations de l'émotionnel. Et en captant les vibrations émotionnelles, il va avoir des idées qui sont reliées à ses désirs. Et comme le mental est un outil créateur par excellence, eh ben, il va créer le monde à l'image de ses désirs. C'est ce qui se passe dans la société et dans nos vies. En conscience individuelle, on crée notre vie, on crée le monde, les sociétés, à l'image de nos désirs personnels. Mais plus il va passer en interdépendance, en conscience d'ensemble, et bien plus le mental va pouvoir s'orienter et capter des vibrations de l'autre en soi, de l'âme, des lois d'ensemble, et créer un monde, une société, à l'image des lois du cinquième règne. Et c'est le but du mental. Et c'est tout ce qui se travaille au sein du règne humain. Donc c'est vraiment ces 2 caractéristiques, le travail de l'harmonie par le conflit et le travail du mental qu'on a développé dans les autres conférences, et qu'on reviendra sûrement aussi à la prochaine conférence. Donc voilà un petit peu ce qu'on voulait vous partager ce soir. Et pour intégrer un petit peu ce temps et reconnaître aussi notre rôle et notre mission d'humain, ben, on propose une petite méditation pour intégrer cela.